Le monde entier, et ce n'est peut-être pas exagéré de le dire, regarde avec attention l'arrivée prochaine au pouvoir en Argentine d'un homme. Il s'appelle Javier Milei. Il a gagné dimanche largement le second tour de la présidentielle. Il se présente lui-même comme un anarcho-capitaliste. Il débarque avec un programme radical pour l'Argentine sur tous les plans, économique notamment, on va en parler, mais aussi social et au niveau de l'éducation. L'ultralibéralisme peut-il vraiment relancer l'économie argentine? On en parle avec Luisa Corradini. Bonsoir. Soyez la bienvenue sur TV5 Monde. Vous êtes journaliste, correspondante en France du journal argentin La Nación, le grand quotidien conservateur en Argentine. Que vous êtes-vous dit, vous, journaliste expérimenté qui travaille ici à Paris depuis très longtemps, lorsque vous avez vu le visage de cet homme, Javier Milei, apparaître à la télévision argentine? Je dois vous dire que je m'y attendais parce que le choix des Argentins était entre la peste et le choléra, si je puis dire. Les deux candidats avaient une image épouvantable et ne donnaient absolument aucun espoir aux Argentins. Donc les Argentins ont décidé de choisir probablement ce qu'ils croient comme les pires des mâles, juste pour toucher le fond et ensuite pouvoir renaître. C'est ça. Moi, je trouve que c'est l'explication, parce que il faut pas oublier Essayez quelque chose. Allez-y, il faut pas oublier que. Non, je dis, l'Argentine a été gouvernée pendant 70 ans par le péronisme. Le pays qui, après la guerre, était la promesse du monde, se retrouve aujourd'hui avec 50% des pauvres. En 8 mois, les seconds candidats, donc Massa, en tant que ministre de l'économie du péronisme, a doublé l'inflation, qui maintenant arrive à plus de 140%. Et en plus, il y a eu 4 millions de pauvres de plus pendant son ministère de 8 mois. Alors, comment voulez-vous que les gens puissent choisir cet homme qui était la continuité du parti et du parti au pouvoir qui les a amenés à cette situation? Les Argentins se sont dit, autant essayer quelque chose que l'on ne connaît pas, avec beaucoup de risques? Ah oui, mais évidemment. Je peux vous faire un tout petit exercice. Imaginez qu'ici, au studio, un président français, un président de la République française, débarque habillé, déguisé en super-héros, masqué, avec une tronçonneuse à la main, et il commence à vous dire que l'État est un pédophile dans une crèche, qui va finir avec la Banque centrale, qu'il va changer la monnaie, qu'il est un homophobe, un transphobe, qu'il est contre l'avortement, qu'il parle avec son chien mort, qui le conseille depuis très longtemps. Vous dites qu'il est fou? Ben oui, exactement. Et c'est ce que les Argentins l'appellent comme ça, le fou. Loco? El loco. Il l'appelle vraiment comme ça. Ben oui. Vous avez parlé de la Banque centrale européenne et en lisant votre journal, on découvre qu'il a un rapport particulier à la Banque centrale argentine. Pourquoi? Mais il annonce qu'il va finir avec la Banque centrale argentine. On pourra parler après de ça, mais moi je crois que c'est aussi une revanche personnelle. Vous savez, Milei a eu une vie personnelle terrible, leurs parents étaient très très dur, un père violent qui le frappait, qui l'insultait, une mère cruelle, une enfance très très solitaire. Et quand il a fini ses études en tant qu'économiste, maintenant il a 53 ans, il a fait 2 stages à la Banque centrale d'Argentine. Stage qu'il a raté parce que tout simplement les gens disaient il est loco. Il est fou, donc il ne peut pas rester. Et depuis, il a une haine particulière contre la Banque centrale. Il y a cette image de la tronçonneuse. On a vu aussi justement ce tableau où il décroche des étiquettes, ministère de l'Éducation terminé, etc. Carlos Kenan, vous nous avez rejoint. Merci d'être avec nous. Vous êtes professeur des universités en sciences économiques à l'Institut des hautes études d'Amérique latine, Paris 3 Sorbonne Nouvelle. On a évoqué la réaction de Luisa Corradini, qui nous a expliqué pourquoi les Argentines et les Argentins avaient voté pour cet homme, parce qu'elle voulait en finir avec le péronisme qui n'a apporté vers la fin, ou en tout cas, bon, c'est selon les points de vue, que pauvreté et inflation ces dernières années. Est-ce une partie de l'explication, voire la plus grande?
Oh, c'est une bonsoir d'abord. C'est une partie de l'explication, évidemment. Et il y avait une espèce d'exaspération de la société dans un contexte d'inflation élevée et de recul sur pas mal d'indicateurs sociaux qui sont accentués ces derniers temps, mais qui viennent de loin, si vous voulez. Et il y avait un rejet aussi, non seulement du péronisme au début, dans les discours en tout cas de Milei, mais vis-à-vis de l'élite politique, la casta, comme il disait. Et ça englobait donc aussi l'opposition traditionnelle, disons, de l'ancien président Macri et de sa coalition à l'égard du gouvernement actuel péroniste. Et donc, c'est un ensemble de facteurs. Il y a aussi, je pense, un ingrédient important et qui a fait sa force, c'est cette modalité, sa forme de communiquer, disons, avec même en insultant les gens, enfin de manière fâchée contre tout, ce qui peut-être pouvait connecter avec une partie de la société très fâchée aussi, une bonne partie. C'est un populiste? C'est pas une catégorie qui me plaît beaucoup parce qu'on met un peu tout, populiste de droite, de gauche, d'en haut, d'en bas. Populisme, oui. Mais il y a, oui, peut-être un peu démagogue aussi parce qu'il y a plein de choses qu'il propose, disons, que peut-être sont des bonnes formules pour gagner une élection, mais dont on verra bien si ça peut être mis en place. En tous les cas, il y en a qui ont très bien accueilli sa victoire, puisque premier jour ouvrable hier à la Bourse de Buenos Aires, puisque l'élection c'était dimanche, lundi elle était fermée, 20% à l'ouverture, 17% à la clôture. Comment interprétez-vous cela ? Les marchés financiers sont contents? Disons qu'il est clairement market-friendly, comme on dit, c'est-à-dire quelqu'un qui, proposant la libéralisation, etc., est en principe bien perçu par les marchés. Néanmoins, disons, comme cela est arrivé pour d'autres gouvernements ayant cette orientation, ça, ce n'est qu'une première réaction. Il faut encore faut-il voir comment il va gérer. Et il y a une tension très forte et que les marchés et l'ensemble des observateurs vont suivre. Mais est-ce que son plan, quel est son plan d'ailleurs? Lui-même se définit, je l'ai dit, comme un anarcho-capitaliste. Quel est ce plan économique qu'il propose et est-ce que ça peut vraiment sauver l'Argentine? Réduction brutale des dépenses publiques, disons, et donc une réduction de 13, parfois 15 points du PIB, du déficit budgétaire. Et libéralisation de la vie économique, privatisation, même si cela ne sera pas décisif, sauf la compagnie pétrolière nationale, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'entreprises à privatiser. Et puis, il a proposé aussi un nouveau régime monétaire, dollariser l'économie, en finir avec le peso argentin. Et puis, il peut vraiment faire ça? Il peut vraiment supprimer le peso argentin? Ou il va devoir se frotter à la dure réalité, à la réelle politique? Non, mais moi, je vous disais au début, pour toucher à la monnaie ou pour toucher à la Banque centrale, par exemple, il faut une réforme de la Constitution. Et lui, il n'a pas de parti, il a moins de 20% des députés, il a moins de 10% des sénateurs. Comment va-t-il faire pour pouvoir avoir donc et il faut donc pour cette réforme de la Constitution les 2/3 de chaque chambre qui soient d'accord. Donc en fait, alors comment va-t-il faire? C'est exagéré, voire faux de le comparer à Donald Trump ou à Jair Bolsonaro. En tant que personnalité, moi je les appelle des personnalités TikTok parce qu'après on peut parler de l'influence qu'il a sur les jeunes surtout. Mais c'est vrai qu'il y a une énorme différence. Donald Trump avait un parti, il était milliardaire, les partis républicains derrière lui. Bolsonaro était un personnage discret qui n'était absolument pas comme Milei. Donc, probablement, en tant que personnalité avec ses manies qui aiment tellement les médias. Mais comment il va gouverner? Il y a une grande différence entre les trois. Comment il va gouverner? C'est là l'une des questions. Là. Il y a cette orientation de libéralisation à outrance, disons, et même un changement du régime monétaire qui a effectivement, comme cela a été dit, des grosses difficultés pour se mettre en place parce qu'il faut un certain nombre de conditions, y compris juridiques, mais aussi politiques. Et là, mais en même temps, il va devoir gouverner en essayant comment dirais-je, d'avoir une certaine stabilité, de ne pas avoir la société contre. Et du coup, il va falloir tisser des alliances. Et les alliances, il y a une possibilité, en plus de ces 30 et quelques députés, sur une chambre de 255, ce n'est rien. La possibilité de se rapprocher des secteurs les plus durs de l'opposition de droite traditionnelle, c'est-à-dire Macri,
Mais ça ne fait aussi que 80 députés maximum. Et puis, il y a la partie de l'opposition traditionnelle de droite qui ne suit pas et qui ne va pas de manière automatique le soutenir. Et puis, il y a surtout les 109 députés du péronisme. C'est-à-dire, il y a une situation paradoxale. Il a fait, comment dire, une victoire éclatante au niveau de l'élection présidentielle. Il a gagné 21 des 24 provinces. Mais il n'a aucun gouverneur. Mais les députés ils sont très importants, les députés et les sénateurs, de leur lien avec leur province d'origine. Donc, la gouvernance va être en tension avec ces orientations très, très radicales et disruptives qu'il a mis en place. Donc, pour vous, ce sera très compliqué qu'il relève le pays d'un point de vue économique. Très compliqué. Moi, franchement, je me permets de douter fortement du succès et surtout qu'il soit capable de mettre en place tout ce qu'il a promis. Vous vous rendez compte, dans un pays comme l'Argentine, qu'il puisse dire la justice sociale est une aberration. Je veux dire, comment faites-vous pour dire quelque chose comme ça dans un pays où la moitié des habitants sont pauvres? Je vois mal comment cette population pourrait supporter une politique comme celle qu'il a annoncée. Ceux qui ont le plus à perdre, ce sont les pauvres, les plus fragiles, les femmes aussi. Mais justement, il est contre l'avortement. En Argentine existe le droit à l'avortement et ça a été vraiment un débat des mois et des mois et des mois et voté par le Parlement. Alors comment peut-il dire je suis contre l'avortement? Que va-t-il faire? Il va ignorait que la moitié de la population a voté pour. Je ne sais pas, moi, j'attends voir, mais c'est vraiment un doute immense qui me crée. Ça va être très difficile parce que lui-même a signalé, c'est le cas, c'est vrai ça, l'arrêt de l'inflation va impliquer un processus, y compris avec ses orientations, de 18 à 24 mois. Et donc là, il va y avoir cet aspect-là des choses qui impliquent des problèmes pour le pouvoir d'achat des gens. En même temps, il y a d'autres mesures ou d'autres propositions qui sont assez, comment dirais-je, peuvent être très résistées. L'avortement dont on parlait, la possibilité, n'est-ce pas, d'aller vers un nouveau régime mettant en cause l'éducation et la santé publique, la gestion du Conseil national de la recherche scientifique, le CONICET argentin, aussi un nombre de gens dont on peut penser qu'ils vont avoir des grosses difficultés, affrontement avec la communauté scientifique. Donc tout ça, il va falloir que déjà, en termes de réel politique, il établisse des priorités. Et encore, avec ces priorités-là, ce n'est pas sûr que le processus va être régulé. Mais en même temps, bien évidemment, les forces politiques, y compris à l'intérieur du péronisme, sont obligées, puisqu'il vient d'être élu, de tenir compte de cela pour ne pas le bloquer d'entrée. D'ailleurs, je tiens à préciser que sa rencontre avec son adversaire, son malheureux adversaire, s'est plutôt très bien passée pendant la transition. Donc on imagine qu'il est déjà peut-être en phase de métamorphose. Il va le falloir. On parle d'une rencontre plutôt aimable, conviviale, institutionnelle, selon la présidence actuelle. Ouais. Mais vous vous rendez compte, vous imaginez un pays qui, par exemple, il a annoncé qu'il allait rompre relations diplomatiques avec la Chine. La Chine est un acteur économique très important pour l'Argentine. Et membre des BRICS, qui était en sommet hier. La Chine a lancé un avertissement au nouveau président en disant il faut faire très attention à nos relations futures. Avec le pape, je vais dire, rompre relations diplomatiques avec le Vatican. Oui, il a eu des mots très durs, avec un pape qui l'a insulté énormément. Il faut dire que hier, ils se sont parlé apparemment très cordialement. Il voulait dynamiter le Mercosur, par exemple. Donc, le grand marché sud-américain, marché libre, marché commun. Vous nous avez dit il veut rompre avec la Chine, mais hier, on parlait du sommet des BRICS, sommet virtuel, puisque c'était en visioconférence. Ça veut dire que l'Argentine doit entrer dans les BRICS le 1er janvier, mais que... Attention que c'était l'Argentine. Vous savez que l'Argentine est entrée dans les BRICS par conseil parce que Lula, le président de gauche brésilien, a fait un vrai forcing. Et ce n'est plus la même Argentine qui veut rentrer dans le BRICS. Moi, je me demande, que va-t-il se passer avec l'Argentine dans le BRICS si il y a vraiment des pays qui sont à gauche, et lui, il a horreur des pays de gauche. C'est pour ça que le communisme, pour lui, c'est un fantasme insurmontable. Donc, on verra bien.
je crois que ça ne fait que commencer. Et on aura l'occasion en effet d'en reparler avec tous les deux. Merci Luisa Corradini, merci à vous Carlos Queiroz d'être venu sur notre plateau parler de l'Argentine où TV5 Monde est bien entendu regardé.